Lady vous écoute, vous retrouve aujourd'hui sur la tribune des droits des hommes et des femmes. Nous allons poser une question et puis peut-être tenter d'y apporter des réponses. Quelle démocratie sans les femmes? À l'heure où, sur le continent, on parle d'aller aux urnes, on attend que les femmes soient présentes, elles ont une voix. Quelquefois, c'est du clientélisme parce que finalement, une voix, ce n'est jamais de trop. Mais avant que de parler de démocratie, peut-être faut-il voir à l'intérieur, au domestique, si la démocratie est vraiment pratique et concrète et n'est pas que théorie dans les chaumières. Je reçois deux messieurs aujourd'hui pour en parler. Monsieur Anissé Mobé, bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes chercheur en sciences sociales et en histoire. Vous avez très certainement des éclairages grands comme le soleil à nous apporter sur la question des femmes et de l'accessibilité des femmes à la démocratie. Avec nous sur le plateau, monsieur Dieudonné Ngandi Kassende. Bonjour monsieur. Bonjour Lady. Vous êtes membre du conseil d'administration de la société ALJT que vous aurez le loisir de nous présenter. Merci vraiment à tous les deux d'être là, d'avoir daigné vous plier à cet exercice, à cette figure imposée qui est de parler des bonnes femmes. Mais il n'y a pas de monde de femmes sans hommes, ils sont les uns les autres en interaction. Et nous allons donc parler de démocratie. On nous dit que la théocratie, c'est la loi du bon Dieu. La démocratie, on nous dit que c'est la loi des hommes. Et ça n'est pas peu que de le dire, c'est effectivement la loi des hommes seulement. Et j'attends toujours la terminologie pour désigner la loi des femmes. Mais oui, mais les femmes font partie intégrante d'une nation. Il paraît que quand on éduque une femme, c'est éduquer tout un peuple. Et donc, par conséquent, quand il faut parler de la démocratie, de la place des femmes, moi, je ne crois pas qu'il faille mettre l'accent sur quelle est la place des femmes. Parce que dès l'instant où elles sont citoyennes, donc elles ont tous les droits et aussi tous les devoirs qu'on doit reconnaître à un citoyen de pouvoir participer activement à la vie de la cité. Et pour ce qui concerne l'Afrique, puisque nous sommes à Paris, moi je rappelle que en 1950, lorsque les étudiants africains élisent le premier comité de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, et puis le premier comité est présidé par une femme, Madame Solange Faladé, qui était une brillante étudiante en médecine et qui fut aussi une grande dame en tant qu'intellectuelle engagée dans le processus de l'émancipation politique de l'Afrique conduisant à l'indépendance. Au même moment, en Afrique, vous trouvez des dames, des mamans, nos grands-mères, très actives dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie informelle, c'est-à-dire en réalité des activités de production des biens et services. Beaucoup d'entre nous en Afrique, si nous avons réussi à faire des études parfois brillantes à l'université, c'est parce que pendant 20, 30, 40 ans de leur vie, nos mamans ont tenu des petits commerces d'arachides, parfois des charbons, mais des commerces où ils n'ont jamais fait faillite. Je me rends compte que quand on confie une grande société à un grand diplômé d'université, souvent ça marche moins bien que nos mamans. Donc il y a peut-être là des leçons à prendre. Donc vous voyez, au même moment, à des endroits différents, très éloignés, on voit des dames, ici, une étudiante, une intellectuelle, en Afrique, de mamans, parfois qui n'ont pas été à l'école, mais dans un cas comme dans l'autre, faire preuve de beaucoup d'ingéniosité dans l'exercice des responsabilités qui leur ont été confiées. Donc, par conséquent, je pense qu'il ne faut pas parler du rôle des femmes en termes discriminatoires, en termes d'exclusion. Bien au contraire, il faut le voir comme un problème de société qu'il faut appréhender dans sa globalité et d'une manière, je dirais, globalisante. Nous allons tâcher d'apporter des solutions à la pratique parce que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être la théorie. Certes, elles sont actrices de développement, elles sont au front quand il faut faire du commerce, car il faut survivre. Mais dans la pratique, et je voudrais vous solliciter là-dessus, monsieur Ngandi Kassende, est-ce que la démocratie, c'est une vue de l'esprit en ce qui concerne les femmes? Sont-elles associées au processus de décision? Est-ce qu'on se contente des revenus, des activités génératrices de revenus qu'elles apportent sans nécessairement leur donner voix au chapitre? Le problème est là. Le problème des bases est là. Je suis bien d'accord avec mon copain qui a développé la situation de femmes aujourd'hui. Moi, je pense qu'on ne peut pas élucider cette question sans partir dès le départ de la société ou des sociétés africaines. Au regard des sociétés africaines, on verra bien dans les instances dirigeantes, dans les instances de décision,
rares étaient les femmes qui étaient associées. Et les femmes étaient exclusivement plutôt, avaient des responsabilités au niveau de leur ménage, de la maison, etc. Et encore, sur un certain nombre d'angles. Et d'autres angles plus importants, ce sont les hommes qui avaient la décision finale. Moi, je pense que dans nos sociétés traditionnelles, la femme n'avait pas de pouvoir. C'est ce qui explique aujourd'hui cette quête de l'égalité pour la participation de la femme dans la vie politique et dans la vie sociale de notre société africaine. Après le monde traditionnel, est arrivée la colonisation qui n'a pas pu réparer en fait cette différence, cette discrimination que nie mon collègue en face. Moi je dis que cette discrimination existe encore aujourd'hui. Très peu d'États dans le monde, en particulier en Afrique, donnent la place que méritent les femmes normalement dans les instances de décision. On remarquera qu'en moyenne, dans nos parlements, il y a moins de 15% des femmes au niveau des parlements. Il y a quelques pays qui ont fait un effort considérable, comme le Cameroun, comme le Sénégal. Mais aujourd'hui, on ne peut citer que le Rwanda, qui arrive à plus de 51% des femmes représentantes au niveau des parlements. En dehors du Rwanda, qui est à 51-52%, les autres qui viennent après sont en moins de 20%. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas du Cameroun. Là, quand on regarde même ici où nous sommes en France, la France est, au niveau des classements, 68e État au niveau de la représentativité des femmes, au niveau des parlements. Moi, je dis que notre problème à nous, au niveau de l'État ou des États africains, c'est d'abord le poids des traditions et le poids de notre mentalité. Et c'est sur ce problème-là qu'il faut qu'il y ait un travail de fait. Si vous êtes d'accord à tous les deux, je vous propose de prendre notre premier appel au téléphone. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons, monsieur. Je voulais juste apporter quelques suggestions par rapport aux femmes. Je pense que depuis la nuit des temps, la femme n'a pas été peut-être exposée en décision que les hommes ont toujours pris. Mais la femme a été toujours la descendante de l'ombre. Les femmes ont été toujours présentes dans les décisions, même si l'homme, on le voit, on le met devant la scène. Mais toutes les grandes décisions de ce monde, depuis la nuit des temps, ont été prises par des femmes. Et c'est dommage que les gens ne veulent pas le faire savoir. Mais toutes les grandes décisions de ce monde sont prises par des femmes. La femme, elle est la personne qui est toujours dans l'ombre, qui dit que l'homme fait ceci, fait cela, dit cela, dit cela. Mais les hommes politiques et les chefs du village, dans le pays, dans nos coutumes, n'ont jamais voulu ressortir cela. Mais c'est la femme qui décide, qui tient le monde. Et ça, il faut le dire clairement. On ne peut pas dire que la femme a été écartée. Non, elle n'a jamais été écartée. Elle était la personne qui a toujours pris les grandes décisions dans l'ombre. Voilà ce que Merci. Merci, monsieur, pour votre participation. Alors, l'expression, puisque nous parlons une langue qui n'est pas la nôtre, en l'occurrence le français, faire de l'ombre à quelqu'un, ça veut dire bien ce que cela veut dire. Peut-être que les femmes, tout simplement, sont fatiguées de rester dans l'ombre. Peut-être aussi qu'elles seraient encore plus efficaces si elles n'étaient pas que dans l'ombre, parce qu'on sait que, ainsi que vous venez de le dire, elles sont dans l'ombre, elles donnent des conseils, elles prennent des décisions, manifestement, mais on voit le résultat sous toutes les latitudes. Peut-être que si elles montaient au filet, ce serait autre chose. Je voudrais vous rappeler que notre ligne est ouverte. Vous pouvez continuer à nous appeler pour participer à la discussion de ce jour. Quelle démocratie sans les femmes? Je voudrais, messieurs, vous faire partager, vous faire réagir à un article. Il y a quelques semaines, le projet du Code de la famille au Mali a progressé parce qu'il y avait quelque temps un premier projet du Code de la famille qui avait fait le holà pendant de longues années, concertation entre les différents acteurs de la société malienne. Le président Amadou Toumani Touré, si j'arrive à le dire, avait décidé de ne pas le promulguer, l'avait renvoyé en deuxième lecture et en voilà ce qui ressort. En tout cas, les associations de lutte de la promotion des droits des femmes s'insurgent sur ceci. Selon le nouveau code, la femme doit obéissance à son mari et l'homme est consacré comme unique chef de famille, entre parenthèses, puissance paternelle. L'âge légal du mariage est de 18 ans pour l'homme et de 16 ans pour la femme. Par ailleurs, dans certains cas, le mariage peut être autorisé à partir de 15 ans. En outre, le mariage religieux est désormais juridiquement reconnu. Je voudrais vous laisser réagir à cela, sachant que, encore une fois, les associations qui militent en faveur des droits des femmes trouvent que c'est une régression. Votre avis, messieurs?
Bon, oui, je pense qu'il faudrait suivre de très près quelle sera l'évolution de ce projet de loi, parce que, vous dites, il y a les associations qui militent pour le droit des femmes ne sont pas d'accord. Donc, il faut entendre la société civile. Oh, vous savez, alors, le cas du Mali, c'est intéressant. Donc, merci de nous avoir cité cet exemple, parce que le Mali a connu ces dernières années deux grandes dames. Hein. Enfin, il y en a beaucoup, mais deux se sont distinguées. L'épouse de l'ancien président de la République et puis le ministre de la Culture, dont j'oublie les noms, qui était une femme très dynamique et qui était dynamique non seulement en tant que ministre de la Culture, mais aussi souvent dans des forums sociaux, puisqu'il y a eu beaucoup de forums sociaux. Et là, Aminata Traoré, voilà, merci. Donc, Madame Aminata Traoré a été très active, notamment aussi bien en tant que ministre de la Culture, et c'est certainement pas un hasard, et aussi dans des forums sociaux. Donc, c'est-à-dire que la voix et le poids des sociétés civiles africaines se sont fait entendre dans ces forums sociaux, notamment grâce au travail des femmes. Donc, je pense que les femmes ne sont pas toujours dans l'ombre. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque mon ami Gandhi parle de poids des traditions, des cultures traditionnelles, je pense qu'il faudrait approfondir. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus le poids des religions, des grandes religions, juives, chrétiennes et musulmanes. Rappelons-nous la figure de la femme dans la Bible, la Genèse, Ève, ou cette femme qui trahit Samson. Donc, vous voyez, c'est toujours souvent une figure dévalorisante de la femme que nous campent les grandes religions. Donc, ce n'est pas tellement les traditions africaines, parce que dans l'histoire africaine, on trouve des grandes dames reines. La dame qui a au Bénin pendant la colonisation a résisté aux Français. Donc vous trouvez comme ça souvent des femmes africaines qui ont été des grandes figures des résistances à la colonisation. Ce ne sont pas des femmes d'exception, parce qu'elles ne sont pas... On n'en trouve pas une dans chaque maison non plus. Non. Femmes d'exception, mais vous savez, souvent les sociétés, les progrès dans les sociétés se font à travers des personnalités d'exception. Donc, qu'il y ait des femmes d'exception, mais aussi des hommes d'exception qui font entraîner les choses. Et parfois, les progrès, c'est, j'allais dire lent. Non, c'est pas lent, mais il faut laisser du temps au temps. C'est très lent. Hein. Donc, on vient de parler d'un cinquantenanaire d'indépendance. Ça commence à devenir lent et peut-être urgent. Mais c'est-à-dire, il faut peut-être accélérer les choses. Et souvent, les femmes ont été dans l'accélération de l'histoire. Mais, ces femmes qui souvent sont dans l'ombre, parfois, elles en abusent. Vous savez, lorsque vous arrivez à des situations où un ministre ou un chef d'État il veut prendre une décision, va à l'encontre du gouvernement ou des parlementaires, parce que soit son épouse, soit son deuxième bureau, comme disent les Quinois, soit sa mère ou soit sa sœur. Rares, ce sont souvent les reines-mères, dit-on. Oui, non, je ne pense pas. En Afrique, ce sont souvent les épouses ou les concubines, parce que pour montrer qu'elle a beaucoup plus d'influence que l'épouse légitime, souvent font basculer les choses. Si les hommes sont volages, que voulez-vous, la nation n'y peut rien. Alors, dans ces cas, si pour éviter que les hommes ne soient volages, évitons de donner de petites parcelles de pouvoir à des femmes. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons prendre notre deuxième appel depuis Paris. Bonjour, vous avez la parole. Nous avons été bavards sur le plateau. Est-ce que vous êtes toujours là? Une fois? Allô? J'ai peur que notre interlocuteur ne soit plus à l'écoute. Vous avez la parole, monsieur Ngandi Kassembe. Vous êtes d'accord, pas d'accord? À la fois, je voudrais directement répondre à Anissé, mais à la fois, je souhaiterais aussi répondre à la question essentielle qui était posée, à savoir la loi qui a été votée au Mali. Disons que les femmes peuvent se marier à l'âge de 16 ans et qu'ils ont leur maturité à partir de 16 ans. Moi, je dis que cette loi-là, il faut la prendre sur des différents aspects. Sur l'aspect où on autorise une femme à se marier dès l'âge de 16 ans, disons, pour dire qu'il a la maturité déjà physique, sexuelle et autres, ça, c'est pas ça qui est choquant, puisque même ici en France, il y a une loi qui reconnaît aux jeunes de 15 ans une maturité sexuelle. Là n'est pas le problème. Et puis à 15 ans, une fille peut se marier avec l'autorisation de ses parents. L'autre problème qui se pose dans cette loi, c'est dans son aspect négatif, c'est surtout le fait qu'on reconnaît clairement
à l'homme l'autorité de la famille. Ça, c'est une loi qui a existé aussi ici en Occident. Pour autant, je ne suis pas d'accord complètement. Au moment où on prône l'égalité entre hommes et femmes, et arriver encore à mettre en place ces genres de lois, c'est la négation même de la démarche de cette quête d'égalité qui est en cours depuis plusieurs décennies en Afrique et dans le monde. Ça pose un problème. Et généralement, c'est pour répondre à ta question où tu mets en avant les exceptions qu'il y a eu dans l'histoire, qui est encore aujourd'hui, puisqu'en Afrique, il y a aussi une dame qui est chef d'État, qui est président de la République. Pour autant, on ne peut pas dire généralement que la femme en Afrique a sa place sur le plan politique. Il y a encore du retard, il y a encore du grain à moudre, il y a encore des efforts à faire. Moi, j'ai dit que ça doit partir. D'ailleurs, on devrait même commencer par là, puisque la vraie démocratie commence par l'éducation. L'éducation, c'est quoi? C'est l'école, c'est aussi la famille. Mais quand on regarde dans nos familles respectives en Afrique, vous verrez que la femme n'a pas toujours la dernière parole sur les choses les plus importantes du foyer, sur les choses, des décisions importantes à prendre dans le foyer. La femme n'a pas droit à la parole. Dans des familles même élargies, quand il y a des problèmes qui surgissent, quand on réunit les sages, les gens beaucoup plus âgés ou les responsables des différentes familles, vous verrez que c'est souvent les hommes qui prennent la parole, même au cours des mariages et autres. Jamais je ne vois, dans le concret du quotidien, les femmes prendre les dessus, prendre les devants par moment et essayer de contribuer par leur façon de voir, par leur vision, à la marche de la famille, des familles et de la société, n'en parlons pas. Alors, par rapport à la loi, je complète ce que vient de dire Ngandi. 15-16 ans, moi, ça me gêne un peu. C'est pas parce qu'on a une maturité physique, sexuelle, que sur le plan d'assumer des responsabilités, qu'on est aussi mûr. Alors, vous savez, c'est marié à 15-16 ans. Si elle tombe, c'est souvent le cas maintenant ici en Europe, puisqu'il faut parler du concret. Nous assistons à un phénomène assez bizarre. Les filles africaines, donc en tout cas des familles africaines vivantes ici en France, en Belgique, même en Allemagne, souvent elles font des grandes études, même des brillantes études. Mais souvent elles tombent sur des maris qui sont des goujaks. Alors, ça crée des drames de plus en plus. Des maris de leur choix ou du choix de la famille? De leur choix ou de choix imposés par les circonstances. Vous savez, souvent, c'est pas facile de résister à un dragueur. Hein. On a toujours du mal à comprendre comment une jolie fille qui a bac plus 5, plus d'idées, qui tombe amoureuse, follement amoureuse d'ailleurs, d'un petit farfelu qui n'a même pas terminé, n'a même pas les certificats d'école primaire. Mais enfin, monsieur, l'amour n'a rien à voir avec le niveau d'éducation. Non. Si. Il faut jamais, comme ça, prendre des positions de convenance. Surtout quand on est père de famille, quand on est oncle, et que vous sentez le poids des responsabilités, où vous êtes obligé quasiment tous les 2 jours d'aller palabrer, de querelle, parce que votre fille ou votre nièce s'est fait tout le temps tabasser par son mari qui est un goujak. Parce donc, que quand on n'a pas un niveau d'études élevé, d'après vous, on va frapper sa femme, parce que là, on entend ce que vous ne nous dites, on entend ce que vous ne dites pas. Écoutez, en tout cas, c'est déséquilibre en termes d'instruction, puisque Ngandi a fait souvent, ça crée un trouble au sein du foyer. C'est plus une question de déséquilibre entre des approches. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, disons, mon ami Ngandi dit, voilà, écoutez, il s'est rendu compte qu'on n'accorde pas souvent la parole aux femmes, ou très peu, ou en tout cas, au moment où il faut prendre la décision finale, ce ne sont pas toujours les femmes qui décident. Je dirais oui et non. Ça dépend. Il y a des familles... C'est une réponse de Normand. Mes parents n'étaient pas normands, mais mes parents sont des Africains. Bon, voilà. Je pense que, écoutez, si le fait de ne pas accorder trop de pouvoir aux femmes peut contribuer à harmoniser les relations, à rendre efficaces les décisions, mais pourquoi pas? Cela est-il efficace? Justement, on le voit aujourd'hui. L'Afrique, pour parler de l'Afrique, a passé une 50aine d'années à se chercher, elle ne s'est pas encore trouvée. Et à cet exercice-là, on sait que les femmes n'avaient pas nécessairement voix au chapitre, sauf dans l'ombre, comme on nous dit, encore une fois. Et souvent un rôle néfaste. Hein, Mais enfin, vous voyez, si j'entends bien ce que vous ne nous dites pas encore une fois, le résultat néfaste aujourd'hui dont
dans tel ou tel pays, c'est surtout parce qu'il y a eu des pagnes dans la nuit qui ont parlé à des barbes qui ont répété le matin? Exactement. Bon, je voudrais vous rappeler que notre ligne vous reste ouverte. Nous parlons de la démocratie. Une question se pose, quelle démocratie sans les femmes, avec deux invités sur ce plateau? Je voudrais rappeler, pour en revenir à ce code de la famille malien, donc où il y a eu quelques modifications inattendues en tout cas, et ce qui étonne, quand je dis étonne, je fais de l'euphémisme, ce qui fait dresser les cheveux sur la tête des femmes militantes dans les associations des droits des femmes, c'est surtout qu'il y a le problème, non pas seulement au Mali cette fois-ci, mais pratiquement partout en Afrique, de la non-ratification, ou plutôt du non-respect des accords ratifiés à l'international. Les pays s'engagent à respecter ceci, cela. Et pour ce qui concerne les femmes, il y a le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes, ratifié en 2005 au Mali. Quand on voit ce qu'il y a dans ce code de la famille, on peut s'interroger. Moi, je dis qu'il y a des juristes dans ce pays. Ils n'ont qu'à regarder au niveau de la législation, notamment en droit international, public ou privé, surtout si ça concerne la famille. Moi, je pense qu'on le sait comme principe de droit international qui a primauté de la loi ou du droit international. S'il y a contradiction, s'il y a antinomie entre ce que le gouvernement malien ont légiféré et autres gouvernements, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Moi, je pense que c'est aux juristes, c'est au Conseil constitutionnel ou des structures qui ont la même échelle. Mais quand on fait un nouveau code de la famille avec des modifications, des changements et tout, il y a déjà des juristes. Mais oui, puisqu'il peut y avoir des contradictions entre juristes, puisqu'il y a des juristes qui sont beaucoup plus nationalistes, mot que j'aime pas tellement, qui préfèrent plutôt privilégier le national, c'est-à-dire une décision nationale par rapport aux préoccupations des citoyens et en bafouant des règles qu'on a édictées au niveau international, qui sont là aussi quelque part pour maintenir l'équilibre des États à l'intérieur des États et aussi entre nations. Moi, je dis que c'est un problème que les juristes peuvent prendre en main et faire en sorte que ce problème soit révisé et revu au niveau du Conseil constitutionnel du Mali. En espérant qu'il y a beaucoup de femmes juristes qui se penchent sur ce texte. Et même des hommes aussi. Je ne crois pas que tous les hommes au Mali soient d'accord avec... J'espère que non. Non, je ne crois pas. Et puis deuxièmement, par rapport à la culture, aux cultures africaines, je pense qu'il ne faut pas avoir une approche statique des cultures africaines. Il faut avoir une approche dynamique, parce que la culture, ce n'est pas quelque chose de figé. Ça évolue, et ça évolue souvent... Avec les individus. Les groupes sociaux, surtout les intellectuels, c'est-à-dire, au sens, là, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent, qui passent leur temps à se poser des questions, à formuler des problématiques et à esquisser de voies de sortie. Mais quelquefois, on leur reproche d'être dans leur tour d'ivoire, ces intellectuels-là. Ils sont peut-être loin du terrain. Ce sont parfois des accusations gratuites. C'est pour cela que, puisque moi je ne suis pas dans ma tour d'ivoire, moi j'aurais souhaité que l'émission aujourd'hui soit intitulée non pas « Quelle démocratie sans les femmes », mais « Quelle démocratie avec les femmes ». À votre bon cœur. Nous allons prendre une dame au téléphone. Vous êtes à Limoges, madame. Vous avez la parole. Bonjour. Arrêtez votre téléviseur. Nous nous entendrons mieux, s'il vous plaît. Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour les filles. Oui, je voulais intervenir. Donc, on a dit la démocratie sans la femme. Donc, moi, Allô? Allez-y, je vous prie. Vous m'entendez? Parfaitement. Si vous arrêtez votre téléviseur, ce sera mieux, par contre. Un instant. C'est bien de s'entendre parler à la télévision. Nous vous écoutons, madame. Oui, allô? Oui. Donc, je voulais dire, par rapport à la femme, je pense que par rapport à l'histoire, nous, les femmes africaines, la société africaine a toujours été matriarcale. Et comme l'a dit le frère tout à l'heure, ce sont l'importation des religions, christianisme et islam, qui ont un peu perverti, en fait, la position de la femme en Afrique. Et on a pris cette position euro-asiatique parce que ce sont eux qui avaient une position comme on a maintenant sur la femme. Et c'est dommage qu'on fasse de grands discours, des grands débats sur ça, alors que si on revenait simplement à l'histoire, c'est la femme qui est au premier rang. On le voit, c'est la femme qui porte l'enfant 9 mois, c'est la femme qui gère la maison. Femme qui porte le bébé. C'est ce que je voulais dire. Allô? Oui,
Je disais, c'est un peu ce que je voulais dire. Je disais, c'est dommage de faire des grands débats, des grandes choses. On voit que c'est la femme qui travaille beaucoup. On voit que c'est la femme qui fait le plus de choses. Mais malheureusement, surtout la religion a perverti la société africaine. Et puis, je pense que le rôle de la femme a été usurpé par l'homme. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, madame. Et nous embrassons bien fort ce bébé qui nous fait des clins d'œil. Alors, monsieur, s'agit-il des religions en soi ou tout simplement de l'interprétation qu'en ont fait ceux qui ont interprété, ce sont des hommes, la religion, parce que le bon Dieu a parlé d'égalité à son image. Quand il a dit tout être à son image, à lui, c'est une question d'égalité. Mais si ceux qui ont interprété et transmis, ils sont allés de leur machisme, le résultat est là. Mais c'est une preuve encore, une fois de plus, que ce sont les hommes jusqu'à présent qui ont pris les devants de la scène, qui ont muselé les femmes, qui n'ont jamais eu de pouvoir réellement. Certes, ce que la dame dit, elle a raison, qu'au quotidien, l'essentiel des efforts, c'est pris en main par les femmes. La femme porte l'enfant pendant 9 mois, l'aide à grandir, etc. Et quand on regarde à la base, au-delà de ce que vous avez, que mon interlocuteur a dit et que la dame a appuyé notamment, en disant que ce sont les religions qui sont venues pervertir un peu la société ou les sociétés africaines. Moi, je ne suis pas d'accord. Que les religions viennent accentuer quelque chose qui existait déjà, là, on peut convenir ensemble. Mais ces sociétés africaines, même si elles étaient matriarcales, mais c'est sur le plan de l'organisation sociale, mais sur le plan des décisions politiques, Anissé, tu conviendras avec moi, les sages en Afrique, ça a toujours été des hommes. Les rois, en général, sauf exception, c'était toujours les femmes, c'était toujours les hommes, etc. Aujourd'hui, c'est la même démarche, etc. Donc, tu as même dit qu'à un moment donné, tu as soutenu que laisser les femmes au pouvoir, c'est aussi des risques, c'est ce que tu soutiens. Alors que quand on voit les difficultés que l'Afrique a connues ces dernières décennies, si cette société reste encore équilibrée, si il n'y a pas encore, les gens ne sont pas morts d'inanition, donc de faim, c'est aussi grâce aux femmes, puisqu'ils ont maintenu le côté social. Je parlais de l'économie informelle que nos mamans... Oui, on aimerait bien passer au formel aussi, parce que l'informel a ses limites. Mais ils ont maintenu la société en équilibre. Mais le problème, pour autant, c'est pas, la vie n'est pas faite simplement de manger. La vie est faite aussi de l'organisation. Mais le problème, c'est que ces femmes, pendant qu'elles s'occupent des enfants, pendant qu'elles s'occupent à manger, etc., ne s'occupent pas de l'organisation de la société. Ce sont les hommes qui s'occupent de la société. On voit où ça amène ces dérives, puisque les femmes ne sont pas impliquées. Peut-être que si les femmes s'impliquaient dans la gestion de l'État, de la société, on aurait trouvé peut-être d'autres équilibres beaucoup plus positif que ce que nous avons aujourd'hui. Et j'en voudrais pour preuve un monsieur au téléphone qui, lui, n'a pas un bébé à ses côtés, contrairement à notre téléspectatrice, ce qui, dans la pratique, explique peut-être cela. Bonjour, nous vous écoutons, vous avez la parole. Allô, on m'a dit que vous êtes Martin. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, je vous remercie et je vous félicite pour votre brillante émission. Merci, monsieur. Et je suis d'accord avec la personne qui dit que ce sont les femmes, en fait, en Afrique, qui ont le pouvoir. Parce que même y compris dans les régimes où le patriarcat est appliqué, aucun fils d'une région ne peut prétendre à un poste sans se référer à ses parents maternels. Moi qui suis là, si je suis candidat à une élection dans mon village, nous avons le régime patriarcal, mais mes parents maternels sont automatiquement obligés de me soutenir parce que ma maman a une influence sur ses parents et ses parents doivent me soutenir obligatoirement. Donc en démocratie, que ce soit du côté matriarcal, ceux qui font le matrilignage, là-bas c'est encore automatique puisque c'est la tante qui prend les décisions, la nomination de l'autorité. Donc, vous voyez qu'en Afrique, que ce soit du côté patrilignage ou matrilignage, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Quel est votre pays d'origine, monsieur, s'il vous plaît? Oui, mon pays d'origine, c'est la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, je ne veux pas prendre les cas de ce qui se passe actuellement. Vous voyez que dans les luttes qui se passent sur place, ce sont plus les femmes qui sont en première ligne dans les manifestations.
que ce soit en Europe ou sur place en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas revenir sur ces cas, mais je veux dire que le groupe CROU dont appartient le groupe BT, c'est un groupe qui applique la démocratie depuis des millénaires. Il n'y a pas de roi, les gens sont désignés, enfin sont élus, que ce soit les chefs des villages et autres, mais les parents maternels ont toujours un poids très important dans le choix des chefs, des chefs, que ce soit des députés, des maires et autres. C'est le même cas chez le peuple akan, qui sont matrilinéaires, où les tantes prennent les décisions quand ils doivent choisir un député, un maire ou simplement un roi dans le village. Merci, donc je veux dire qu'en Afrique en général, sur le plan démocratique, ce sont les femmes qui ont le poids. Effectivement, l'homme joue son rôle, il joue... En fait, le rôle que l'homme joue n'est pas... Il usurpe, comme le disait la dernière dame, un rôle qui n'est pas à lui. Enfin, il fait semblant d'avoir le pouvoir, mais en fait, l'homme n'a jamais le pouvoir. Nous voulons bien l'entendre. Merci, monsieur, pour votre participation. En vous rappelant que notre sujet aujourd'hui s'intitule « Quelle démocratie sans les femmes ?» ou encore, ainsi que nous le disait notre invité sur le plateau, quelle démocratie avec les femmes. Alors, c'est la question, justement, si elle est sans, c'est pour aller vers une solution avec les femmes. En rappelant aussi que vous êtes chercheur en sciences sociales et en histoire. Madame nous disait tout à l'heure que ce serait surtout, la situation actuelle en Afrique serait du fait, entre autres, de la colonisation, de l'importation de religions extérieures à l'Afrique qui aurait inverser les rôles entre les femmes et les hommes en termes de démocratie. La question que je vous pose est, est-ce que la démocratie, finalement, est aussi un concept importé? Y avait-il autre chose avant que la démocratie arrive dans les navires avec les explorateurs? Quelle était cette formule-là et vers quoi peut-on aller aujourd'hui? Parce que pleurer et avoir la nostalgie du passé ne résout pas les problèmes de la vie actuelle. Les explorateurs ne nous ont pas apporté la démocratie, ils nous ont apporté la domination coloniale, oui. C'est-à-dire l'oppression, l'exploitation économique, pillage de ressources qu'on a appelé à l'époque mise en valeur de l'Afrique. En réalité, c'était mise en dépendance de l'Afrique. La démocratie, pour ne rester qu'à des choses simples, c'est participation pluraliste de l'ensemble du peuple au processus de la décision politique. C'est-à-dire que quand il s'agit de prendre une décision qui concerne la vie de la communauté, associer tous les groupes sociaux qui composent la société. Je pense que dans les communautés africaines, qui sont diverses et plurielles, il y a eu des formes justement de cette participation pluraliste de l'ensemble de la communauté au processus de la décision et surtout du contrôle de ceux qui exercent des responsabilités. Donc ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, nous l'avons, plutôt que de dire, voilà, pourquoi j'ai dit quelle démocratie avec les femmes? Mais c'est parce que dans les processus d'émancipation de politique de l'Afrique conduisant aux indépendances, les dames étaient présentes, ne fût-ce que pour faire la quête on avait besoin d'argent pour organiser les partis politiques. Ce sont souvent les femmes qui tenaient les caisses des partis politiques, en tout cas, qui faisaient la quête. Donc, on les a associés. Mais... Par intérêt? Non, pas par intérêt, parce qu'ils faisaient partie de la société. Mais, vous savez, à partir du moment où, au lendemain des indépendances, les indépendances ont été confisquées, nous avons eu affaire à des pouvoirs, des dictatures, où même les hommes étaient opprimés, mais fatalement aussi, les femmes aussi, n'avaient pas droit au chapitre, parce que même les hommes qui étaient ministres, députés, parfois n'avaient pas droit au chapitre en termes de la prise des décisions. Alors pour revenir au problème des religions, pourquoi j'ai insisté, disons, aux religions judéo-chrétiennes et même musulmanes? Je donne l'exemple de l'Église catholique. Pourquoi les religieuses elles-mêmes ne s'associent pas aux revendications de ceux qui considèrent qu'il est grand temps qu'on confie aux religieuses le pouvoir du sacerdoce.
puisqu'il y a crise de vocation, il y a des religieuses. Ça va venir tout seul. C'est comme l'effort de guerre. Quand il n'y a plus d'hommes qui sont tous morts au front, les femmes vont. Et donc, c'est vont pour dire théophiler. c'est pour dire que parfois aussi, ce sont les femmes elles-mêmes, dans certaines Qui sont leurs situations. propres freins. Mais voilà, c'est en tout cas dans le cas de l'Église catholique, c'est pas tant. Et moi, je me rappelle que en 84-85, lorsque le pape Jean-Paul II faisait un voyage ici en Europe, là où les femmes ont pris la parole, souvent, c'était dans des conditions assez difficiles. En Allemagne, en Hollande et en Belgique, c'était une étudiante qui était présidente de l'Association générale des étudiants de Louvain, qui a dû, la version de son discours qu'elle a remis au recteur de l'université était différente de la version qu'elle a lue devant le pape, parce qu'elle était sûre que les recteurs n'allaient pas accepter la première. Elle était fine, comme ça, seules savent l'être les femmes. Bon, vous voyez, donc moi je pense que, je pense que si les femmes n'ont... d'abord, dans des pays comme la France, il a fallu combien de temps pour qu'enfin on commence à parler de quotas au niveau du Parlement? Alors, chaque société est-elle tenue d'attendre autant de temps que les autres? N'y a-t-il pas des raccourcis? Ne peut-on pas, en termes de société, bénéficier de l'avancée des autres? Mais les raccourcis peuvent être destructeurs. Donc, il faut affiner les choses, il faut mûrir les chauffeurs. Je vous entends dire, comme certains chefs d'État, l'Afrique n'est pas mûre, donc les femmes ne sont pas mûres pour la démocratie. Je vous ne le fais pas dire. En Afrique, et les femmes et les hommes, depuis longtemps, nous sommes mûrs pour la démocratie, mais pour préserver des intérêts économiques et financiers gigantesques, on nous fait croire que les cultures africaines sont incompatibles avec la démocratie, ce qui est archi faux. Nous prenons à Toulouse Hervé depuis un moment au téléphone. Pardon pour l'attente. Bonjour, monsieur. Bonjour, Olivier. Juste apporter une clarté. Je pense que tout ce qu'on rencontre, ce que le monsieur a raconté, c'est des utopies complètement. C'est vraiment des utopies. Le problème en Afrique, c'était un problème culturel. Sur nos coutumes et traditions, tant qu'elles ne sont pas écrites, parce que nos traditions, on s'est transmises oralement. Le vrai mal se passe sur nos traditions et coutumes qui sont transmises oralement. Donc, tant que les intellectuels africains ne vont pas s'atteler à s'asseoir assis, et chaque peuple africain essaie d'écrire sa culture, parce que à chaque fois on va toujours dire c'est la religion, c'est l'utopie. C'est notre culture qui est très mauvaise. Il faut qu'on essaie de dire ce qui est bon, ce qui est mauvais dans la culture, l'enlever. Et voilà. Tant qu'on prend le temps d'écrire ce qu'il faut écrire, parce que si on écrit la culture noir sur blanc, on pourra s'asseoir pour décider ce qui est bon, ce qui est mauvais. Le problème de la religion, c'est les conneries, c'est l'utopie. Il faut revenir sur des choses concrètes. La culture, il faut maintenant. Ça fait 50 ans on a eu l'indépendance, soi-disant. Ça fait 50 ans que les Africains vont à l'école. Il faut écrire la culture. Et là, on trouvera des solutions à nos problèmes. Parce que c'est la culture qui nous écrase. Le fait qu'elle soit transmise oralement, le fait qu'on, depuis des générations, on n'a jamais eu l'écriture, mais les Blancs nous ont apporté l'écriture. Il faut écrire maintenant la culture. Comme ça, on pourra discuter sur nos cultures, qui est écrite noir sur blanc. Comme ça, on pourra prendre des bonnes décisions. Sans écriture, on ne peut rien faire. Il faut écrire la culture. Merci, parce qu'on est tous sur la tradition orale. Merci, monsieur, pour ce que vous nous avez apporté. Alors, monsieur nous dit qu'il faut écrire, mais le tout n'est pas d'écrire, bien sûr, il faut lire. Or, pour lire, il faut apprendre à le faire, donc il faut peut-être aller à l'école. Et on sait qu'à l'école, ma foi, les femmes ne sont pas les plus nombreuses. Est-ce qu'on ne tourne pas en rond si c'était ça la solution? Oui, mais la solution, ce n'est pas la réécriture ou l'écriture de nos traditions, de notre culture. Mais le vrai problème, il l'a posé lui-même au départ. Il a parlé d'utopie. Moi, j'ai dit qu'il y a un problème quand on parle de l'Afrique, des Africains, et surtout quand les Africains eux-mêmes parlent de l'Afrique, c'est comme si tout ce qui vient de l'Afrique, de la tradition, du passé de l'Afrique, avant la colonisation, tout était beau, tout était rose, tout était développé. Hein. Moi, j'ai dit qu'il y a un problème. Le frein, c'est souvent les intellectuels qui n'arrivent pas à analyser, à disséquer réellement ce qu'était nos traditions, notre culture, notre façon de vivre et de faire les choses, etc. De les analyser, de voir ce qui était positif, ce qui était négatif, et comme l'auditeur le dit, de faire évoluer cette culture, ces traditions. Elles ne sont pas toutes mauvaises, mais elles nécessitent d'être toiletées. Mais le problème, c'est que nous sommes restés, on dirait que la montre s'est arrêtée pour nos cultures, nos traditions. C'est-à-dire qu'il faut être aussi critique si on veut avancer. Les intellectuels, les politiques ne remettent pas en cause notre façon d'être et de faire les choses. Moi, j'ai dit qu'un des moyens, peut-être ce qu'il a dit, mais moi, je suis beaucoup plus... mon penchant va beaucoup plus sur l'instruction, sur la révisitation
de nos mentalités, puisque c'est aussi un poids. Cette mentalité-là fait que il y a le poids sur la femme, il y a le poids qui fait que la femme ne peut pas émerger au-delà de ses tâches ménagères, aujourd'hui, au-delà de quelques postes à responsabilité subalterne, etc. Donc, moi, j'ai dit, on va arriver, il y a un processus qui est déjà engagé, puisqu'au niveau de l'instruction, qu'on le veuille ou non, il y a un développement, il y a une participation active des femmes à l'école, etc. Aujourd'hui, on voit même les femmes jouer au football, alors qu'il y a quelques années, on disait, ça, c'est pas le sport pour les femmes, aller faire telle chose, aller faire peut-être du volley ou de la couture. Aujourd'hui, les femmes jouent au football. Aujourd'hui, les femmes peuvent être pilotes d'avion, etc. Ce qui était impensable il y a quelques décennies. Aujourd'hui, on voit, j'ai vu des femmes sur le pont en travaux publics à La Réunion, même ici. J'en ai reçu, moi, une peintre en bâtiment sur ce plateau. Moi, j'ai dit qu'il y a une évolution, un processus qui est engagé par les femmes elles-mêmes, que les hommes veuillent ou non, les femmes viendront, participeront d'une manière ou d'une autre. C'est ce que nous devons avoir, arriver à avoir une participation active des femmes à tous les échelons. Moi, j'ai dit, certes, il faut attendre du temps pour pouvoir examiner ce qui se passe aujourd'hui au Rwanda. Le Rwanda, c'est un des rares pays au monde à avoir une participation active, massive des femmes au pouvoir, notamment au niveau du Parlement, là où se décide l'essentiel de la gestion du pays. Moi, je ne pense pas que dans 5 ans ou dans 10 ans, on verra que ce sera négatif, puisque les femmes savent, non seulement sur le plan de leur sensibilité, mais elles ont un sens de la protection de la famille, donc la protection de la nation, du pays. Nation. Alors, participation active des femmes au téléphone. Je vous emmène en Haute-Savoie. Écoutez, Rose, bonjour madame. Oui, bonjour madame. Moi, je souhaiterais dire que la femme africaine, elle a toujours participé à la démocratie. Bon, avant, par exemple, la colonisation, on a vu les femmes amazones du Bénin. On a vu aussi en pays Ashanti les reines-mères qui participaient aussi à la politique. Et après la colonisation, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a misé la scolarisation sur le jeune garçon. Et donc, la jeune femme, elle a été mise en retrait. Elle a été considérée comme la femme au foyer, celle qui devait servir l'homme. Vous comprenez? Et donc, l'instruction, on a eu plus d'hommes instruits, plus d'hommes politiques, plus d'hommes au ministère. Mais maintenant, je pense que les choses vont commencer à s'inverser, puisqu'on dénombre de plus en plus de femmes scolarisées. Et donc, on voit bien au Libéria, la présidente du Libéria est une femme. Et donc, je pense que ça va prendre de plus en plus de l'ampleur avec la scolarisation des femmes. Je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous disons merci, madame, messieurs. Je voudrais vous faire partager une étude menée conjointement par le Centre de recherche sur les politiques sociales et l'association Afrique Créative, publiée il y a quelques jours d'ailleurs à Dakar. Donc, en Afrique de l'Ouest francophone, selon cette étude, les femmes représentent quantitativement moins de 20% des décideurs politiques. Tous lieux confondus, quand on parle de politique, c'est les gouvernements, le Parlement, les partis, les syndicats, les organisations politiques. Et les freins, dit-on, ce sont alors des stéréotypes. On dit surtout le faible niveau d'instruction, de scolarisation, leur sexe, leur âge, les conflits de rôle, les stéréotypes et les contraintes sociales. Et alors, moi, j'avais souligné, nous dit-on, la rivalité entre femmes, en rappelant que ce sont les hommes qui ont fait cette étude, surtout. Oui, mais vous savez, là, le problème aujourd'hui politique du Sénégal, je ne pense pas que ce soit une quelconque discrimination contre les femmes. Hein. Au contraire, il y a des femmes dynamiques au Sénégal, comme dans toute l'Afrique d'ailleurs. Hein. Moi, ce n'est pas pour dire que j'ai commencé par parler de nos mamans qui sont dans le commerce, dans l'économie informelle, mais vous avez dit qu'ils deviennent de plus en plus parce que c'est ça qui fait vivre, qui a effectivement, comme il a dit, pu éviter à l'Afrique le naufrage. Mais aujourd'hui, je pense que le problème du Sénégal, c'est plutôt les risques de la gérontocratie. Et surtout, une gérontocratie qui risque d'être héréditaire. Mais là, on va avoir une musicocratie, ça va se calmer. Bon, alors, vous voyez, donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il faut inclure le problème des femmes dans une approche tout à fait globale. Faire avancer la démocratie. Et pour faire avancer la démocratie, il faut des citoyens, c'est-à-dire des esprits éclairés, avisés. Et là,
je pense qu'effectivement, le développement de l'instruction la plus poussée a toujours été un remède, en tout cas un stimulant pour asseoir la démocratie sur de bases saines, solides. Et non pas, ça ne sert, à quoi ça sert d'avoir 40-50% des femmes dans un parlement et au gouvernement si et les femmes et les hommes qui siègent là-bas ne sont pas suffisamment éclairés? Mais on a bien beaucoup d'hommes un peu partout dans ces instances et d'aucuns ne savent pas toujours écrire leur nom. Et justement, c'est pour ça que j'ai dit, c'est global. Ça ne concerne pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Alors évidemment, si s'il y a autant de femmes que d'hommes dans un parlement, mais que la moitié de ces femmes et de ces hommes sont des gens qui ne sont pas suffisamment... Ils sont là parce qu'ils sont les cousins de quelqu'un. De quelqu'un, vous n'allez pas faire avancer la démocratie, disons, de cette façon-là. Et donc, je crois que le problème, effectivement, c'est un problème culturel, mais j'ai toujours une approche dynamique de la culture et non pas une approche figée. Et enfin, écrire les traditions et tout cela. Oui, mais enfin, il y a des gens qui marchent parfois sur la tête. Vous savez, les indépendances africaines, on l'oublie un peu trop souvent. Ça a été une alliance des classes entre une fraction des intellectuels africains qui ont compris le poids, la valeur des cultures africaines et les masses africaines. Ce n'est pas pour rien que j'ai commencé par rappeler, citer Madame Solange Faladé. Le monde étudiant africain, aussi bien ici en France qu'à Londres, en Grande-Bretagne, la première association étudiantine africaine à Londres date de 1920-1930 déjà. C'est-à-dire que, vous voyez déjà que les étudiants africains étaient en avance sur beaucoup de choses, notamment sur l'unité africaine. Les associations étudiantines n'étaient pas seulement des associations des Sénégalais, des Ghanéens, mais dès le départ, ils ont pensé... Au panafricanisme. Exactement. Et Nkrumah, de ce point de vue, a joué un rôle prépondérant. Donc, ce qui veut dire que nous avons compris dès le départ quelle était la valeur, la force de la culture, qu'on pouvait faire de la culture un levier d'émancipation, un levier de libération de peuples pour aller de l'avant. Donc, je ne pense pas que... nous avons déjà écrit... Sachant qu'il y a eu de très grandes dynasties qui se sont allègrement passées de l'écriture, ça n'avait jamais été un obstacle. Juste oui. un dernier point. Je suis pour que les femmes pratiquent les sports. Hein, mais là aussi, il y a... Mais sauf le football. Et pourquoi donc? Ce serait l'objet d'une autre émission à ce moment-là. J'espère bien, et j'avais beaucoup de choses sous le coude, moi, sur ce sujet. Les places sont chères dans la discussion et au téléphone. Merci beaucoup pour votre patience, Bégonia. Vous avez un très joli prénom, d'ailleurs. Vous êtes à Auxerre. Vous avez la parole. Bonjour, madame. Bonjour Lady, merci beaucoup de me donner la parole. Je dis bonjour aussi à deux messieurs qui sont au plateau. Franchement, je suis très très fière de ces deux messieurs. Pour la première fois, j'entends des hommes qui parlent comme ça. Oh là là, je suis enchantée. Mais bon, avançons-nous. Avançons-nous. Je vais vous dire, c'est pas la date d'aujourd'hui. Les femmes, c'est les femmes qui gouvernent le monde. Tout homme l'aurait compris, ça, que c'est les femmes qui gouvernent le monde. On va avancer, pas seulement parler de l'Afrique, on va parler du monde entier. Je vais vous parler un petit peu mon histoire de ma famille encore. Mon oncle, il est dentiste, il a eu son diplôme à Moscou. Voilà donc qu'il amène sa femme à Moscou, une blanche, une russe, dentiste aussi. Il débarque à Malabo, elle n'a jamais voulu, je ne savais même pas qu'elle aussi, elle avait un diplôme de dentiste, elle n'a jamais voulu que sa femme exerce. Bon, il ne faut pas être non plus hypocrite, il ne faut pas dire oui, on donne le pouvoir aux femmes, et puis discrètement, en bas du laurier, on va bloquer tout. Un jour, je tombe là-dessus, je dis, mais Anaïda, c'est quoi ça? Elle me dit, oui, moi aussi, je suis dentiste. Quand j'ai posé la question à mon nom, elle me dit, mais oui, c'est elle qui ne veut pas travailler, elle veut rester à la maison et tout ça. Bon, bref, je coupe l'histoire, c'est que la suite à ça, on avait bien compris que c'était lui qui bloquait les rues à sa femme parce qu'il ne voulait pas que sa femme il montre à les femmes de ses frères qui ne travaillaient pas, qui étaient à la maison, de dire que voilà, il a épousé une femme qui est intellectuelle et alors que les autres c'est des ministres et leurs femmes ils sont à la maison, ils sont là pour préparer, pour diriger. Bon. Et même la femme qui est au village, qui n'a pas de diplôme, qui ne sait pas lire, je vais maintenant parler, rien que l'Afrique,
ils ont une sagesse. Ces femmes-là, ils vont vous parler, ils vont vous donner des conseils, il y a toujours quelque chose à dire qui, vraiment, qu'on peut le sortir intellectuellement, qui va aider toute la famille. Arrêtez donc de bloquer les rues à des femmes. Arrêtez donc de faire semblant de dire oui, la femme elle est au pouvoir, la femme elle est là. Donnez-les les outils, laissez-les avancer, donnez les places à ces femmes-là. Mais c'est pas comme eux, parce que la femme elle n'est pas hypocrite. Quand son mari avance, elle est toujours là derrière, même si c'est le mari qui tient les rênes en public, mais c'est la femme qui est toujours derrière. Je parle en connaissance de cause. Hein. Merci beaucoup et bonne année toujours à tout le monde. Merci madame pour votre participation. Alors justement, la question qui devrait peut-être, ou plutôt qui se pose toute seule comme une grande, la question, c'est est-ce que la démocratie ne devrait-elle pas commencer déjà à la maison ? Parce que dans les instances politiques, il n'y a aucun danger que ces individus, hommes ou femmes, reproduisent des réflexes que peut-être ils n'ont pas spontanément. Si démocratie il y a dans le mental et dans la pratique du quotidien et de la vie privée, fatalement, cette démocratie va se répercuter sur le reste, sur le politique. Et à ce que nous décrit madame, et merci pour cet exemple qui est loin d'être une anecdote et loin d'être une inadéquation personnelle, c'est récurrent. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Avant même qu'elle n'intervienne l'instruction, tout démarre dans l'éducation, au sein du foyer, au sein de la famille. Quand un jeune garçon de 5 ans peut aller jouer au foot, quand une jeune fille de 8-10 ans, on lui dit « toi tu dois rester aux côtés de ta mère pour l'aider à faire le ménage », et le garçon est libre toute la journée de faire ce qu'il veut, c'est déjà un frein. Il y a déjà des freins au niveau de la famille, au niveau des familles. Quand un garçon va aux études, il veut se marier alors qu'il n'a pas fini ou terminé ses études, les parents vont mettre un frein en disant « vous n'avez pas encore l'âge, vous n'avez pas encore fini ou terminé vos études, vous ne pouvez pas vous marier, vous n'avez pas encore de moyens, etc. » Alors qu'une fille, quand elle se présente à un monsieur, puisqu'il est bien placé dans la société, il a des moyens, la fille a 18 ans, n'a pas terminé ses études, peut-être que son bac, rares sont les familles qui disent « non, on ne peut pas laisser notre fille se marier puisqu'elle n'a pas fini les études ». Ils sautent sur l'opportunité puisque le monsieur est bien placé, etc. Pour eux, c'est la bonne vie qui démarre. Mais en même temps, ils ne pensent pas à l'autonomie de la femme. La femme, il faut éduquer les femmes de la même manière qu'on éduque les hommes. C'est-à-dire faire en sorte qu'ils aspirent, ils deviennent autonomes plus tard. Et cela passe, certes, par l'éducation de base dans les foyers, ça passe par l'instruction, ça passe aussi par le combat des femmes. Souvent, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dire des hommes ou d'autres femmes quand une femme revendique? Donc ce n'est plus une femme normale, elle devient féministe. C'est pas cette rivalité entre les femmes. Déjà, il y a rivalité entre les femmes et rivalité aussi entre femmes et hommes. Oui. C'est-à-dire, une femme ne peut pas revendiquer. Quand elle revendique, c'est comme si elle n'a plus quelques-uns des attributs des femmes. Moi, je dis que les femmes doivent continuer non seulement à s'instruire, à être éduquées de la même manière que les garçons, mais doivent aussi, à travers les associations, continuer à s'associer, non seulement entre femmes, mais aussi à rentrer dans les associations où il y a des hommes pour pouvoir participer à leur côté, à égalité, sur ce processus qui est la démocratie. Mais ils ne sont déjà pas d'accord qu'elles mettent un short, alors vous pensez bien prendre les mêmes décisions avec eux, en dehors du football. Nous allons prendre Rita à Vanves et ensuite on reviendra sur un point tout de même. Pourquoi est-ce que la rivalité entre hommes semblerait, entre guillemets, normale et la rivalité entre femmes, alors là, tout le monde a envie de voir. Mais parce que ça fait souvent des dégâts. Madame, nous vous écoutons et ensuite je reviens à vous, monsieur. Bonjour Rita. Bonjour Lydie, bonjour aux invités sur le plateau. Je suis ravie de vous retrouver puisque j'ai terminé l'année en beauté avec vous. Donc j'appelle pour mettre mon petit grain de sel dans la conversation. Moi j'aimerais dire que les femmes, elles ont une manière très particulière de faire de la politique. Alors c'est vrai que quand une femme a une certaine indépendance d'esprit, qu'on ne peut pas la formater entre guillemets, qu'on ne peut pas la contrôler, dans le domaine politique ça ne passe pas. Je pense notamment au cas de Ramayad, qui a une femme qui a une certaine assurance, qui a une certaine façon de faire de la politique. C'est très mal vu, tout simplement parce que d'une part c'est une femme et d'autre part parce qu'il n'arrive pas à la canaliser. Donc c'est difficile quand on n'a pas cette... comment dirais-je? Quand les femmes ne sont pas considérées, c'est très difficile pour elles de s'engager en politique.
Parce que quand on attaque une femme dans le domaine politique, on ne va pas l'attaquer de manière frontale dans ce domaine-là, on va l'attaquer sur le plan personnel. Et les attaques sexistes, parce que nous vivons dans un monde machiste, il faut le dire tel qu'il est, on va toujours l'attaquer sur le plan personnel en disant qui va garder les enfants, ceci, cela. Je prends juste le cas pour mon cas personnel. Je n'ai même pas fait la démarche d'aller m'inscrire sur les listes électorales. Parce que quand je veux faire la démarche de rencontrer, ne serait-ce que dans mon quartier, un élu, ils mettent de la distance entre le peuple et nous. Et quand par contre ils ont besoin de nos voix pour aller voter, à ce moment-là, ils savent que nous sommes là. Donc c'est vrai que c'est très difficile. Le monde de la politique, c'est un panier à crabes. Et quand vous êtes une femme, on ne vous fait pas de cadeaux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. C'est nous qui vous disons merci pour votre témoignage. Pour en revenir à cette étude menée, donc je le disais, conjointement par le Centre de recherche sur les politiques sociales et l'association Afrique Créative, sur une étude menée dans 4 pays de la sous-région, Sénégal, Burkina Faso, Mali et Togo, à savoir pourquoi est-ce que les femmes n'émergent pas tout à fait en politique, selon, alors j'ai noté en souriant d'ailleurs, selon un des rapporteurs, sauf que le rapporteur, c'est là, elle s'appelle Marie-Solange Ndione, si on avait mis selon une des rapporteuses, tout de suite, c'était la mauvaise voie. Elle indique donc que les recherches menées ont montré que la place des jeunes femmes de 18 à 35 ans dans les instances politiques a toujours été insignifiante et visible. Jusque-là, il n'y a pas de surprise, car celles-ci sont restées prisonnières du système patriarcal, pour faire écho à ce que nous dit Madame au téléphone, qui a institué une nette séparation entre les rôles masculins et les laissant à la marge du pouvoir. Messieurs, je vous laisse réagir à toutes ces perles. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les problèmes du Sénégal aujourd'hui, ce n'est pas seulement les femmes qui sont victimes de la confiscation du pouvoir, mais ceci, les hommes aussi. Donc, oui, je pense peut-être qu'il faudra élargir les fronts de lutte, pour utiliser cette expression, associer et les hommes et les femmes, de telle sorte que les Sénégal, qui a quand même donné des exemples assez édifiants dans la consolidation de la démocratie, puisque le président Senghor est parti, non pas parce qu'il a été chassé du pouvoir, Abdou Diouf est parti parce qu'il n'a pas gagné les élections. Oui, tous les deux sont partis comme lui. Oui, voilà. Donc je pense qu'il serait dommage qu'un pays comme le Sénégal sombre. Il va vraiment à l'encontre. Sachant que ça n'est pas que le Sénégal, c'est aussi le Burkina Faso, le Mali et le Togo qui ont été concernés par cette étude. Donc, voilà. Donc je pense qu'il faut élargir les fronts de lutte. Donc, de ce point de vue, ça s'appelle la place accordée aux femmes en politique au Sénégal peut servir de détonateur pour fédérer les énergies de telle sorte qu'on puisse littéralement sauver la démocratie, parce qu'elle est en danger au Sénégal quand on voit les évolutions actuelles, et surtout que cet exemple risque de faire tache d'huile dans les autres pays que vous avez cités. Concernés par cette... Donc le Burkina Faso, le Mali et le Togo. Et peut-être d'autres encore, parce que ce qui est vrai pour un pays en Afrique, en général, peut se retrouver ailleurs. Alors, pour revenir quand même aux femmes en politique, on peut dire beaucoup de choses, vous savez. Alors, il faut étudier, je pense, sérieusement les cas de pays où des dames ont été aux affaires au plus haut niveau. Qu'est-ce que ça a donné ? Vous voyez, souvent, il y a des exemples qui ne citent pas les gens. Alors, que cela a-t-il donné dans un monde où elle n'était entourée que d'hommes qui ne voyaient pas de bon oeil qu'elle soit à ce poste-là? Que cela a-t-il donné? Mais parfois, ça a eu des réactions. J'ai dit tout à l'heure, ça fait des effets dévastateurs. Êtes-vous sûr que les Britanniques aient gardé de bons souvenirs de Mme Thatcher? Est-ce que les hommes acceptent bien l'autorité des femmes? Ça, c'est la vraie question. Mais c'est parce que souvent, les femmes, quand elles ont le pouvoir, même une petite parcelle de pouvoir, elles cherchent toujours à montrer, voilà, maintenant, il faut compter avec moi. C'est date pas d'aujourd'hui. C'est la question des minorités. Toutes les minorités, quand enfin elles ont vu ce qu'elles revendiquent. Madame, commencez par Cléopâtre qui a fait trembler Rome. Et pas n'importe quelle Rome, la Rome de Jules César. Grand écrivain, grand conquérant, brillant officier. Cléopâtre a fait trembler la Rome de Jules César. Alors, quand vous voyez, est-ce que les Argentins ont gardé des bons souvenirs d'Eva Perón? Donc, on peut multiplier des exemples. Pour une meilleure compréhension. Non pas parce
parce que je pense que quand les hommes sont au pouvoir, ça va très bien. Pas du tout. Merci de nous le rappeler. Au contraire, je suis de ceux qui, intellectuellement parlant, et sur le plan des cultures intellectuelles, et plutôt dans la posture d'engagement, parce que les politiques parfois confisquent tout. Et les manettes. Voilà, toutes les manettes, hein, et excluent les... Mais c'est très masculin, ça, de confisquer, ne se fût-ce que la télécommande. Madame, bonjour. Mais les femmes aussi, parfois, vous confisquez les pouvoirs. Madame, bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Alors, je suis très, très heureuse de participer à cette émission aujourd'hui. Donc, je suis Mylène de Paris, mais bon, moi, je viens de Guyane. Et donc, je souhaitais vraiment, depuis tout à l'heure, je vous écoute, tout d'abord, vraiment, remarquer votre beauté, madame, parce que vous êtes vraiment magnifique. Et répondre à ces deux messieurs, qui, d'une part, donc, la question, quelle démocratie sans les femmes? Donc, pourquoi est-ce que ce ne sont pas des femmes qui seraient sur ce plateau? Puisque je pense qu'une femme est déjà capable de s'exprimer déjà par elle-même. Donc je pense déjà que d'une part, ce ne sont pas des hommes qui devraient parler de nous. Donc en tant que femme, je voulais aussi parler de ces sociétés matriarcales et vraiment revenir à propos de ces empires qui ont existé, africains, et parler de la reine Zinga d'Angola, la reine Ashantewa, la reine Yar Asantewa, la reine Makeda de Saba, la reine Nandi de Zululand. Il faut en parler de ces femmes-là qui ont réellement dirigé des empires magnifiques. Et l'empire occidental est venu détruire toutes ces bases que nous avions, et à une époque vraiment magnifique de l'Afrique. Et voilà que nos structures mentales sont carrément même polluées. Parce que j'écoute ces deux messieurs depuis tout à l'heure, et ils posent leurs arguments sur ces gouvernements, ces républiques-là qui sont coloniales, sur ces religions-là qui sont coloniales. Il faut revenir à un discours qui est ancestral, messieurs. Nous avons des ancêtres qui sont là, qui sont derrière nous. Ils ont existé. Nous ne pouvons pas baser nos discours sur ce que le colonisateur, l'esclavagiste nous a laissé. Il faut revenir à un discours d'autochtones. Et même le mot autochtone me fatigue. On doit revenir à un discours des peuples. Les peuples bantous, les peuples bétés, tous ces peuples-là le peuple zoulou, ont été des empires. Donc il faut revenir à ces connaissances-là. Vraiment, c'est important parce que même de vous écouter, ça me dérange d'entendre des structures mentales polluées. Je ne veux pas, je veux pas être vraiment négative. Ce que vous dites, c'est très intéressant parce que vous êtes des hommes qui venaient parler, qui avaient vraiment un respect envers la femme et qui considéraient que la femme a une place dans même pas cette démocratie, parce que même le mot il me fatigue, parce que c'est encore un concept colonial. Donc s'il vous plaît, revenez aux ancêtres. Ils sont là, ils sont présents. C'est notre religion, nos religions sont ancestrales. Donc quittons ces programmes. Moi j'appelle ça des programmes coloniaux. Merci encore à vous et bonne année. Bonne année à vous, madame. Alors, je vais vous fatiguer moi aussi. Regardez sur votre écran, relevez notre adresse internet et faites-nous la gentillesse de venir sur ce plateau pour qu'on puisse ensemble refaire le monde à l'adresse donc ladyvousécoute@telesud.com. Vous êtes à Paris, en région parisienne. Nous avons besoin de toutes les forces vives de la nation. Alors, tout de même, entre l'Afrique qui nous dit avant que l'Afrique était belle, avant que le méchant arrive, ou madame de la Guyane qui nous dit il y a des discours et puis il y a les ancêtres et tout. Est-ce que l'avenir est dans le passé? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres schémas et d'autres issues possibles, réelles, pratiques, tout de suite et maintenant, car il y a urgence quand même, que tout ce bagage qui est important, elle l'a dit et redit, et tout le monde est de cet avis, mais enfin quand même, il y a des réalités qui sont là. Est-ce qu'on va regarder dans le rétroviseur pour pouvoir avancer? C'est vrai que, comme un conducteur, on est toujours obligé de temps en temps de regarder les rétroviseurs. On ne peut pas continuellement regarder les rétroviseurs, sinon on cogne des vents. C'est-à-dire, on doit regarder où on va devant. Le discours de la dame ou de la demoiselle qui vient d'intervenir, la Guyanaise, est intéressante, mais pas totalement. J'aurais souhaité qu'elle nuance un peu ce propos. Sur le plan de la structure générale, je suis complètement d'accord avec elle. Mais recourir au passé, certes, c'est comme si on regardait de temps en temps au rétroviseur, mais si je comprends bien son discours, c'est comme si elle nous demandait un retour en arrière, un retour à nos traditions, un retour à nos concepts, qu'on puisse recourir aux concepts qui existaient, qu'on puisse recourir à la façon dont étaient gouvernés certains empires et autres en Afrique et royaumes,
moi, je suis pour qu'on revienne, qu'on regarde. Les spécialistes des sciences politiques ou d'autres domaines des sciences sociales peuvent les analyser, voir comment essayer de remodeler ces concepts par rapport à ce que nous voulons pour nos sociétés, pour ce continent africain ou d'autres mondes noirs. Mais je pense qu'on peut recourir, mais en regardant en avant, en regardant devant, en revisitant ces concepts passés, en les réactualisant par rapport à la modernité que nous recherchons aujourd'hui dans ce processus que nous avons engagé, qui n'est pas vraiment encore la démocratie, qui est un processus qui est lent et qui est changeant, même dans les pays des vieilles démocraties, comme on dit ici en Occident. Ces démocraties ne sont pas figées, elles sont toujours changeantes. Et moi, j'arrive même à dire à certains de mes copains ou collègues qu'on assiste à des cycles où il y a certaines démocraties qui sont plutôt des démocraties dictatoriales, où on peut retrouver dans certains contrées aussi des dictatures qui peuvent être des dictatures démocratiques. Donc la démocratie, c'est quelque chose qui peut nous échapper au jour le jour. Ce qui fait que ce processus-là, il faut toujours avoir en face des gens engagés, des gens qui regardent, qui scrutent l'horizon par rapport aux conséquences des décisions qu'on peut prendre ici ou là, aujourd'hui, etc. Oui, par rapport à ce qu'elle dit la dame, mais on ne peut pas faire un retour. On peut recourir à un certain nombre de concepts. Voilà. Je voudrais vous laisser réagir à cela. Si vous êtes d'accord, nous allons, après votre intervention, bien sûr, revenir, je vous le propose, sur un magnéto, un élément magnéto. Donc, c'est une interview de Jean-Claude Chikaya que vous connaissez, qui a été interviewé donc, par une dame en politique, conseillère municipale de son État. Nous l'avions déjà vu, ce magnéto, lundi, mais il tombe à point nommé dans le cadre de cette discussion, puisque en Zarianti Soa Bernard, il s'agit d'elle, interroge ce monsieur sur l'émergence des femmes en politique. Mais je voudrais que vous réagissiez déjà à ce que viennent de nous dire nos téléspectateurs. Non, juste dire que du passé, faisons bon usage. Donc on ne peut pas rentrer totalement dans le passé, mais du passé, faisons bon usage, c'est-à-dire que tirons les éléments les plus dynamiques qui nous permettent de répondre aux interrogations d'aujourd'hui avec beaucoup plus de lucidité pour être capable de se projeter dans l'avenir. Mais vous avez vu que la réaction de la dame dans les débuts de son intervention, on aurait cru que c'était énorme, puisqu'il vantait votre beauté. Si moi je l'avais fait... Pourquoi ? Parce que les femmes n'ont pas le sens de l'esthétique. J'ai bien dit à une dame tout à l'heure qu'elle avait un joli prénom. Mais oui, mais si c'est moi qui l'avais fait, on aurait dit, ah ben voilà, tous ces messieurs, ils viennent sur le plateau de télé, au lieu de débattre. C'est une façon de le dire aussi, indirectement. Vous êtes donc en train de le dire, néanmoins. Merci. Il faut être... J'ai réussi à vous embarrasser tout de même. Oh, on n'embarrasse jamais un galant homme. Ben voyons. Alors, nous allons prendre Geneviève. Vous êtes à Genève. Bonjour, madame. Bonjour, Lydie. Bonjour. Bonjour, bonne année, en passant bonne santé surtout. Merci et à aux invités aussi, bonjour, et bonne année aussi. Je voudrais juste réagir parce que tout a été dit, et puis je vais être bref. Oui. En fait, les droits des femmes chez nous en Afrique, ça a toujours été bafoué malheureusement, mais peut-être maintenant ça commence à changer petit à petit parce qu'il y a une dame qui a dit que déjà nous les femmes on donne la vie. Moi je comprends pas comment on peut refuser une femme donc qu'elle fait avancer son pays. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Et ce qui me fait toujours mal souvent dans les petits villages, souvent il y a des petites filles que souvent quand je regarde, ils montrent les reportages parce que ça existe toujours malheureusement. Il y a des petites filles qui ne peuvent pas aller à l'école. Ils privilègent d'abord les petits garçons. Donc ça, j'espère aussi que ça va changer, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Bonne journée puis bonne année aussi. Merci madame pour votre appel. Magnéto, s'il vous plaît, pour découvrir donc ce que en politique se dit, se fait, se pense sur la place parisienne tout au moins. Regardez avec nous. À tout de suite. Bonjour Jean-Claude Chikaya, vous êtes Bonjour sociologue, politicien et professeur. On parle en France de parité dans les partis politiques. N'est-ce pas une instrumentalisation politique ? Au départ, ce n'est pas une instrumentalisation politique. Moi, je pense que la domination masculine, qui n'est pas propre seulement à la France, mais on voit bien qu'il y a une domination masculine
dans le monde entier. Et donc les hommes ont principalement tous les postes de décision et à responsabilité. Donc il faut mieux que travailler sur les mentalités. En même temps qu'on travaille sur les mentalités, il faut légiférer, il faut imposer aux hommes, au-delà de leur discours, comme quoi ils vont bien faire la place aux autres. Moi, je pense que la situation exige qu'on légifère, qu'on travaille sur la formation des plus jeunes et des moins jeunes pour que ça puisse changer les rapports entre les uns et les autres. Donc c'est votre manière en fait d'expliquer les freins que les femmes politiques en France subissent, quoi. Ah ben, ils subissent plus que des freins, ils subissent des blocages, on ne leur donne pas le droit au protagonisme, on parle pour elles, à leur place. Il y a même parfois des groupes qui les mettent dans un groupe parfois un peu bizarre, la diversité ou les minorités, alors qu'on sait que les femmes sont dans le chiffre minoritaire. Donc on voit bien que c'est un discours d'hommes sur des femmes. Donc il est important justement de légiférer d'abord, parce que je ne vois pas ceux qui dominent et qui ont les postes, je ne les vois pas faire l'effort. Et je pense que la loi et l'esprit de la République doit aller plus loin que la volonté, que ceux qui dominent et qui sont plus que ce que devrait dire la loi et la morale. Donc il faut imposer par la loi, et en même temps qu'on impose, on travaille justement à ce que les choses puissent changer. Mais ça touche à plein de choses, comme ça déstructure, semble-t-il, mais au contraire, moi je pense que ça reconfigure de manière plus en phase avec la loi. Les hommes ont l'impression, vous savez, c'est comme un homme, s'il fait des efforts, entre guillemets, domestiques, dans sa famille, ou le partage des tâches, il a peur du qu'en dira-t-on familial, du qu'en dira-t-on social, de ses collègues. Donc ça bouge plein de représentations. Donc ça bouge tellement de représentations qu'il faut d'abord imposer par la loi, ou en même temps travailler sur les mentalités. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que Ramayad a été radié de la liste électorale. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est encore une utilisation, semble-t-il, par le droit pour l'empêcher de faire de la politique. C'est une femme qui dit ce qu'elle pense aux hommes politiques. Elle a une certaine liberté de parole. Elle n'est pas dans le politiquement correct. Elle fait de la politique. Et elle dérange parce qu'elle a une popularité. Elle dérange. Est-ce qu'elle ne dérange pas aussi parce qu'elle est appréciée, que ce soit par les Français de souche, et qu'elle risque peut-être un jour aussi de se présenter au présidentiel, et est-ce que ça ne dérange pas ? Alors j'espère que justement, qu'elle se présentera à tous les suffrages possibles, et notamment au suffrage suprême. Elle est appréciée par tous les Français, entre guillemets, de souche. Ouais. Et ce qui, donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça bouge les représentations. Donc à partir du moment où ça bouge les représentations, ça veut dire qu'elle est en train d'acquérir un certain pouvoir de séduction politique, mais pas seulement entre guillemets, par son genre et sa plastique, mais par les idées qu'elle énonce, les projets qu'elle énonce, et puis sa façon de dire les choses, c'est-à-dire qu'elle est une femme ou un homme politique en face d'elle, elle dit ce qu'elle pense. Quitte à se tromper d'ailleurs. Je suis d'accord avec vous d'ailleurs. Ce n'est pas une hypocrisie pour utiliser les femmes à d'autres fins ? Vous savez, moi je vous dis, comme tout groupe qui domine, le fait qu'on dise et qu'on se base d'abord sur la volonté pour changer les choses, ça ne suffit pas. Donc il faut légiférer. Et même quand on légifère, le droit ne suffit pas, parce que les partis politiques se donnent le droit de payer l'amende. Alors qu'avec l'argent des contribuables, hommes et femmes, femmes et hommes. Donc c'est un scandale, et les amendes devraient donc être exponentielles pour ne pas permettre justement aux partis de payer ces amendes s'il n'y a pas suffisamment de femmes. Il faut que ce soit une amende qui mette les partis politiques en danger de vie. Voilà. Et à partir du moment où les partis politiques seront en danger de vie, c'est-à-dire instaurer des quotas, il y a un moment, il faut sortir de l'hypocrisie, il faut instaurer des quotas, et ça va justement par le haut. Et les responsables politiques doivent montrer donc justement l'exemple par le haut. Ça va montrer que à partir du moment où il y a égalité au milieu du triptyque, il faut que ça soit effectif. D'accord. Et actuellement, Eva Joly, une ancienne juge, est attaquée sur son origine étrangère, que ce soit dans son propre camp, sur ses démarches politiques. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'était malheureusement prévisible. C'est toujours plus que déplorable. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on l'attaque sur son origine, il faudrait qu'elle s'empare de la loi et qu'elle porte plainte et qu'elle continue de faire la politique. De toute façon,
Elle sait bien qu'en France, quand on est d'origine étrangère, ça fait partie du parcours politique, ça fait partie du combat. Donc il faut aussi là utiliser la loi. Vous n'êtes pas d'accord avec mes idées? D'accord, c'est le débat politique. Vous attaquez mes origines, vous attaquez mes origines étrangères. Là, je vous attaque avec la loi, avec la loi française. Voilà, tout simplement. Moi, je pense qu'il faut avoir ces deux postulats, ces deux postures. C'est-à-dire le débat politique, pour ou contre. Dès qu'on attaque sur ce qui est interdit par la loi, on porte plainte. Que pensez-vous de la candidature d'une femme voilée à Meaux pour 2012 ? Moi, je suis contre. C'est-à-dire que je suis contre tout signe politique dans la vie politique. C'est-à-dire, à l'Assemblée nationale, moi, je ne voudrais pas que des personnes, par exemple les hommes, arrivent avec soit la kippa ou... Moi, je pense que voilà, il y a une neutralité. Et il faut absolument que ce soit les idées et le projet politique qui l'emportent. Et voilà, moi, c'est mon point de vue personnel. Moi, je suis pour une neutralité. Moi, la religion de la femme ou de l'homme qui fait de la politique ne doit pas intervenir de manière ostentatoire. C'est quelque chose qui appartient à la sphère privée. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait plus peur aux électeurs français ? Une femme voilée qui se présente aux élections présidentielles ou une franco-française du Front National qui monte dans les sondages ? Bonne question. Je répète, moi, c'est les idées. C'est les idées. C'est-à-dire que le fait que cette personne ait un voile, ça ne veut pas dire que cette personne est fondamentaliste ou autre. Moi, je parle de la neutralité. C'est-à-dire qu'en politique, on n'a pas à savoir quelle est votre religion. Voilà, c'est un fait. Et je pense que ça génère beaucoup moins de problèmes que s'il y avait justement, si chacun arrivait avec son appartenance religieuse. Sur le Front National, il faut combattre les idées du Front National. Voilà, la politique est un combat. La politique, c'est pas avec la fleur sur le côté de la bouche, c'est un combat, c'est des idées. Je vous remercie beaucoup, Jean-Claude Chikaya, et à bientôt sur Lady vous écoute. Je vous remercie. Merci pour votre invitation. Merci à vous, Zarian Tissoa Bernard. Dans Lady vous écoute, je voudrais, messieurs, bien sûr, vous demander de réagir à cela en rappelant à nos téléspectateurs que notre ligne reste ouverte au numéro qui s'affiche devant vous pour vous faire participer à cette discussion aujourd'hui sur l'opportunité de la démocratie, non pas dans la théorie, mais dans la pratique vraiment. Est-ce que c'est avec les femmes? Est-ce que c'est sans les femmes? Il y a ce qui s'est fait jusqu'à nos jours, il y a ce qui s'est fait au bon vieux temps, nous dit-on, avant la colonisation. Mais la véritable question reste pour l'avenir en termes de perspective. Comment se place-t-on? Comment fonctionne-t-on? Est-ce qu'on ne va pas enfin cesser les incantations pour passer à l'action? Messieurs, sur l'élément que vous venez d'entendre. Oui, il est temps de passer de l'incantation à l'action, mais encore ce soir, ça doit être une action réfléchie et non pas une action désordonnée et irrationnelle qui réponde beaucoup plus à la démagogie qu'à à proposer des véritables solutions qui fassent évoluer et les mentalités et la société, surtout consolider la démocratie. Ça, c'est je dirais, le point essentiel dans cela, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Pour le reste, je crois que l'analyse est tout à fait pertinente, hein, sauf qu'il faut faire très attention. Pourquoi est-ce que, disons, les revers que Ramayad essuie, est-ce que c'est parce qu'il est une femme ou parce que la politique est de toute façon c'est un monde de requins, hein, quand vous vous engagez en politique. Et elle n'est pas la première personne qui essuie des tirs parfois empoisonnés, puisque déjà, vous voyez, c'est qu'on est en train... Hollande, par exemple, à peine commençait-il à monter dans les sondages pendant les primaires, on a commencé à raconter des choses invraisemblables jusqu'à aller espionner sa compagne. Donc c'est un monde de... Et pas lui-même, bien sûr, parce qu'on n'espionne pas un homme, voyons. Bon, oui, mais on aurait pu l'espionner lui-même. Non, c'était vouloir l'atteindre en passant par sa compagne. Comme d'habitude. Voilà. Donc je pense que c'est un monde des requins, donc qui n'épargne personne. Qu'on soit femme, qu'on soit homme, ça n'épargne personne, surtout ici en France. Hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit en 1974 contre Chaban Delmas? Donc, je crois qu'il faut faire attention que lorsque on aborde ces sujets, ce n'est pas parce que c'est une femme, ce n'est pas parce qu'elle est d'origine africaine, mais c'est un monde des requins. Alors, être jeune, femme, afficher sa religion,
penser, savoir penser et oser dire ce que l'on pense, manifestement, ce sont des pots de banane qui attendent les femmes. Nous allons amorcer notre atterrissage vers la fin de cette émission. Nous allons prendre Bernard au téléphone et ensuite, monsieur, je demanderai de réagir. Bonjour. Oui, bonjour, Madame Lady. Nous vous écoutons. Bon, on avait déjà pratiquement dit tout ce que je voulais dire sur les femmes, la position des femmes. Il y a, par exemple, on a oublié les femmes d'Endar, c'est-à-dire l'actuel Saint-Louis, qui s'était opposé à la razzia des Arabes. On n'en a pas parlé. Il y a Aline en Casamance aussi qui s'était opposée à la colonisation. Il y a eu Dinga qu'on avait déjà parlé de l'Angola. Mais aussi, moi, ce que je voudrais tout simplement vous demander, s'il y a une possibilité de faire une émission, ne serait-ce qu'en duplex, avec Madame Traoré, sur la constitution actuelle de la femme au Mali, ça sera intéressant. Parce que moi, je pense qu'on l'a muselée. Et je ne dis pas, je n'insulte pas les députés maliens qui ont voté cette loi, mais je pense que la loi est un peu injuste. Alors, on aimerait écouter Aminata Traoré, qui est vraiment active parmi les femmes africaines, qui a une voix, et puis là, on ne l'entend pas. J'aimerais l'écouter sur cette constitution. Merci, merci, monsieur, pour votre appel. Alors oui, Madame Aminata Traoré, que nous avions déjà eu la chance d'interviewer pour Lady vous écoute, c'est une idée pertinente. Nous tâcherons de répondre à cela. Je voudrais donc, monsieur, vous demander de réagir à toutes ces choses que vous avez entendues, ce qui vient d'être dit dans le magnéto, les interventions. Il y a toujours cette volonté comme cela, cette indécrottable volonté à retourner vers l'arrière. Chacun caresse sa nostalgie historique comme il peut. Est-ce que quelque part, ça ne paralyse pas pour se projeter vers l'avenir ? Oui, moi je dis que c'est ce que j'ai dit aussi à un moment donné de nos échanges, que ça, je donne la responsabilité surtout aux intellectuels africains qui ont tendance toujours à avoir le côté amélioré, le côté, disons, je ne pourrais pas dire positif, le côté toujours, notre passé était glorieux, notre passé était, etc. Et c'est là les dédouanes d'analyser les vrais problèmes aujourd'hui. C'est là les dédouanes également de faire un effort intellectuel, de pouvoir créer des concepts nouveaux, quitte à ce que ces concepts fassent un recours par rapport aux éléments passés, mais aussi des concepts qui puissent aider nos gouvernants à évoluer. Aujourd'hui, on verra dans la classe des élites, je préfère plutôt parler des élites, que ce soit des élites intellectuelles, que ce soit des élites politiques, on a cette facilité de condamner, cette facilité d'attaquer ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont au pouvoir. On attaque tout, sur tout le front. Mais rares sont ces élites politiques intellectuelles qui réfléchissent sur les concepts qui peuvent aider ceux qui sont au gouvernement, qui peuvent aider les groupes de pression comme les associations et autres à faire en sorte qu'il y ait des équilibres au niveau de la gestion de nos États, de nos gouvernements. Et ça pose un problème. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui face à un déficit d'éléments qui puissent aider nos gouvernants, nos chefs d'entreprise, puisqu'un chef d'entreprise, un chef de gouvernement, pour prendre des décisions, ils font souvent appel aux élites, aux conseillers, etc. Si ces conseillers ne sont pas capables de conceptualiser les choses, de donner des bons conseils dans le bon sens, etc., d'être eux-mêmes par rapport à ce qu'ils pensent être bon et être bien pour ce continent, on ne peut pas avancer. Mais je voulais revenir quand même une minute sur l'intervention de M. Tchikaya, que j'apprécie d'ailleurs son intervention et son passage à la mairie de Bagneux. Il a dit des choses réellement pour lesquelles je suis complètement d'accord, je pense y revenir. C'est sur trois points que je pense être des points essentiels si nous voulons changer les choses dans le sens positif pour l'implication de tout le monde dans le processus démocratique qui est engagé actuellement en Afrique, c'est-à-dire à savoir pour les femmes et les hommes, c'est-à-dire il faut travailler sur nos mentalités. C'est important, on ne peut pas ne pas se passer sur le travail, sur nos mentalités, faire évoluer nos mentalités autrement. Et ensuite, continuer à préconiser, à soutenir le développement de l'instruction des hommes comme des femmes, surtout des femmes, puisqu'il y a un déficit, il y a un retard là-dessus, mais aussi faciliter et favoriser la participation des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes dans les associations, que ce soit des femmes elles-mêmes, que ce soit s'impliquer dans les associations nationales, régionales, etc. Mais aussi pour terminer, je voulais dire ceci, puisque ce processus, il est lent,
il sera là, il continuera à être là, mais cela n'empêche que nous puissions, avec beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus de rigueur, faire en sorte que les choses changent. Les choses changeront aussi au quotidien par rapport à nos comportements, dans nos foyers, dans nos familles, puisque c'est la base même de la société. Je voudrais vous proposer de terminer à moins de 4 minutes de la fin de cette émission sur les conclusions de l'étude, donc encore une fois menée par ce centre de recherche sur les politiques sociales à Dakar. Je voudrais citer là El Hadj Oumar Diop, chargé de cours à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop, qui recommande donc, pour réguler ce déficit de l'émergence des femmes en politique, renforcer la formation politique et le leadership des femmes, de développer des programmes destinés prioritairement aux femmes, de mettre en place des approches différentes, de sensibiliser les femmes et les hommes et de promouvoir la parité. Est-ce que cela vous parle? Parce que depuis le début de cette émission, vous avez l'air de nous dire ça, c'est très bien ainsi. Pourquoi vouloir les faire sortir de l'ombre? Est-ce que je me trompe? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit il faut les faire sortir de l'ombre, mais il n'y a pas que les femmes qu'il faut faire sortir de l'ombre, c'est tous les citoyens. Parce que la confiscation du pouvoir ne vise pas seulement, ce n'est pas seulement contre les femmes, mais aussi... C'est avec plus d'acuité envers les femmes? Oui, plus d'acuité. Oui ou non? C'est la question aux chercheurs. La question aux chercheurs. Ce sont les hommes qui sont... Chercheurs en sciences sociales. Vous savez, la minorité qui s'est accaparée du pouvoir en Afrique un peu partout, hein, il ne fait pas de distinction. J'allais presque dire... Oui, une minorité d'hommes qui parfois favorise les femmes, puisqu'ils ont souvent besoin de... Sur des critères pas tout à fait cartésiens non plus? Exactement, mais à qui la faute parfois? Parce que les femmes aussi parfois acceptent de jouer ces jeux. Je n'ai pas réussi à avoir sa peau, j'en suis désolée. Bon, alors donc, les conclusions du professeur, je suis entièrement d'accord, mais j'ai dit ça ne doit pas concerner... Donc, je le répète, hein, ça doit être l'occasion, parce qu'on se rend compte qu'il y a des discriminations contre les femmes, alors parlons de toutes les autres discriminations. Il faut élargir, il faut généraliser l'enseignement. N'oublions pas qu'il n'y a pas que les femmes, ce sont aussi les hommes qui sont victimes du recul du budget d'éducation et même de la santé suite aux politiques des ajustements structurels qu'imposent les institutions financières internationales, Banque mondiale et les FMI, pour qui l'éducation devient finalement une marchandise. Et donc, en sont victimes et les femmes et les hommes. Et donc, organisons la société autrement, de telle sorte que l'enseignement soit parmi les priorités pour que l'enseignement puisse être un instrument d'émancipation intellectuelle de telle sorte que nous puissions former des citoyens avisés, éclairés, femmes ou hommes, mais des citoyens avisés, des intellectuels qui soient capables non seulement de critiquer comme il l'a dit, mais de pouvoir faire des propositions, de faire avancer nos sociétés, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan de la pensée, parce que l'Afrique est marginalisée aussi sur le plan de la production des savoirs. C'est un autre sujet encore. C'était votre mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur. Pour finir rapidement, s'il vous plaît. Pour finir, moi je suis pour, en conclusion, une discrimination positive, puisque cette discrimination positive a aidé certains de nos compatriotes aux États-Unis, des Noirs américains, à évoluer, à émerger dans la société américaine. Je ne dis pas que le travail est fini, mais au moins ça leur a permis de rentrer dans le système. Cette discrimination positive est intéressante en Afrique. C'est ça qui permettra aux femmes, comme c'est le cas, je le cite encore, du Rwanda, qui est pour moi un exemple patent, un exemple intéressant. Si on arrive à le faire d'ici, dans les 5 ans à venir, dans la plupart des États africains, ce sera déjà un léger mieux, puisqu'on sait que des discriminations, ça touche les femmes, ça touche notamment nous ici, les Français d'origine étrangère, les handicapés, toutes les minorités ont des problèmes dans ce sens-là. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer activement à cette émission. Merci à vous qui êtes fidèles à Lady vous écoute. Je voudrais vous proposer de faire faire marcher le téléphone arabe, appeler les uns et les autres pour que ce soir à minuit 15 exactement, vous puissiez dans vos canapés refaire le monde avec nous. Si vous voulez participer à cette émission, adressez-nous un courriel à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com. Je vous dis à demain. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous êtes resté quand même femme, hein, et qu'après l'émission, vous avez prévu du poisson, de bananes plantain, comme savent le faire les grandes dames africaines. Ce n'était pas après l'émission, c'est avant l'émission que ces choses se préparent.